Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Disputandum, votre débat citoyen hebdomadaire. Ce mercredi, nous nous posons cette question. Peut-on encore manger du poisson? Au-delà de cette interrogation volontairement provocante, nous allons évoquer l'état de la ressource. Comment se portent nos poissons? Quelle pollution subissent-ils? Comment sont-ils sortis de l'eau? Car la méthode utilisée a son importance. Qu'est-ce que la pêche durable? Peut-on se fier aux labels, aux étiquettes? Autour de la table, pour en débattre, j'accueille 4 invités. Johnny Wall, vous êtes pêcheur, ligneur plus précisément, sur l'île d'Oléron et vice-président du comité régional des pêches. Côté vendeur, Frédéric Devautour, vous êtes patron de poissonnerie à Poitiers. Près de moi, David Seguin, vous êtes chef cuisinier à Niort, originaire de l'île de Ré et pêcheur plaisance aussi. Et enfin, Dominique Chevillon, président de l'association Rénature. Vous avez, à ce titre, beaucoup étudié l'échouage des dauphins sur notre littoral. Bonsoir à tous, sentez-vous libres de débattre entre vous. D'ailleurs, ça a commencé un peu hors antenne pour tout vous dire. Merci d'être avec nous. Cette émission est également retransmise sur nos réseaux sociaux via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin et France 3 Aquitaine. Vous êtes les bienvenus pour la commenter. D'abord, un mot chacun peut-être sur votre consommation de poissons personnels. À quel rythme est-ce que vous en mangez? Et d'où vient-il? Alors, il vient de l'Atlantique, parce que bon, c'est de chez nous. On mange des poissons qui viennent d'ici. Et c'est des poissons de saison, c'est des poissons de retour de pêche, souvent, parce que je pêche un peu le lundi, donc je ramène un peu à la maison pour manger un peu. Et voilà, autrement, c'est occasionnel. Ça reste un plat occasionnel. C'est-à-dire hebdomadaire? Oui, voilà. D'accord. Monsieur Chevillon? Moi, je mange de la viande une fois tous les 15 jours. Et je suis rochelais. Et on disait qu'à La Rochelle, on avait du merlu dans notre biberon. Et donc, en fait, je suis gros mangeur de poissons, de mollusques et très peu de viande. D'accord. Monsieur Devautour? Un petit peu hebdomadaire, Et où est-ce que vous fournissez? C'est la Cotinière? C'est où? Cotinière, Sable d'Olonne, Bretagne. Ça peut aller jusqu'à très très haut. Voilà. D'accord. Monsieur Wall? En général, je mange ce que je pêche. Aussi de la production de certains de mes collègues. Langoustine, ce que je pêche moi, ce que je pêche pas, quoi, c'est merlu. À quel rythme alors, du coup? Ça dépend, c'est variable. Je veux pas de... Vous mettez pas de limite spécialement ou... Non, ça se voit. Fonction des envies, d'accord. L'idée d'évoquer cette pêche durable, elle nous est venue à travers les débats de ces dernières semaines au Parlement européen autour de la pêche électrique et aussi de l'actualité des nombreux échouages de dauphins sur nos côtes. Nous commençons d'ailleurs avec cet extrait de la dernière vidéo publiée par l'ONG Sea Shepherd. Elle a été tournée samedi matin près de Royan. Une première réaction, Monsieur Wall? Les pêcheurs n'ont jamais dit qu'ils capturaient pas des dauphins, de façon accidentelle. Ils n'ont jamais dit ça. Mais par contre, ils en ont pris conscience depuis quelques années et ils travaillent de façon importante à essayer d'endiguer, ces captures accidentelles. C'est quel type de bateaux qui sont concernés? Je ne sais pas, parce qu'il y a eu des enquêtes et des observateurs qui ont été emmenés à bord des bateaux pélagiques depuis qu'ils ont mis des pingers. Alors les pingers, c'est un dispositif répulsif, c'est pour éloigner. C'est un répulsif acoustique. Et sur 26% du temps, il y a eu 25% de la flotte qui a été, enquêtée, sur toute la campagne, et ils ont pêché, 28 dauphins. Donc si vous multipliez ça par 4, proportionnellement à la flottille pélagique, ça fait 100 dauphins. Un peu plus de 100 dauphins, quoi. C'est bien loin des 1200 dauphins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les pêcheurs ont toujours dit qu'ils en capturaient accidentellement, mais il faudrait peut-être pas, leur dire que les 1200 dauphins, c'est eux qui les ont pêchés. Après, il y a d'autres causes, mais peut-être qu'il faudrait aller chercher ailleurs. Sur d'autres types de pêche, vous voulez dire? Ouais, ou sur les mêmes types de pêche, mais de façon beaucoup plus importante, des bateaux beaucoup plus gros. Parce que Sea Shepherd, c'est mignon d'envoyer des vidéos comme ça, mais quand ils ont été voir un bateau plus large, beaucoup plus large, des bateaux qui embarquent même pas le chalut, qui ont une suceuse au derrière, et puis que tout monte comme ça, et puis que la suceuse est engotée, parce que y a des dauphins engottés
embourbés, Oui, bloqués. bloqué. Coincés. Et puis ceux-là, on les voit pas jeter de dauphin, ils ne voient rien, parce que dans le cul de chalut, il est au fond, tu vois rien du tout. Par contre, la nuit, mais ceux-là, quand ils capturent des dauphins, ils n'en capturent pas 2 ou 3. Hein. C'est une grosse quantité. Quand vous traînez 3 ou 4 terrains de football derrière vous, sur 70 mètres de haut, quand vous capturez quelque chose, le dauphin, il n'y a pas de problème. Hein. Il ne rentre pas dans le chalut, il ne ressort pas. Par contre, là, on n'en entend jamais parler de cela. Alors, tirer à boulet rouge sur les pêcheurs français, ça me semble un petit peu facile quand même. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Sylvain ? Je suis d'accord, c'est vrai que il y a des efforts de fait, mais il faut cibler un peu plus. Je pense que c'est pas les pêcheurs de chez nous. Alors forcément, il y a des prises accidentelles, ça c'est évident. Ça c'est pas d'aujourd'hui, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on repère des dauphins sur la plage depuis. Nous on est sur l'île de Ré depuis 43 ans, et ça fait 43 ans que mes parents me font voir des dauphins sur la plage. Mais je pense que la réalité est un peu plus au large. Ouais. Monsieur Chevillon, 1200 dauphins retrouvés morts depuis le début de l'année. C'est un chiffre confirmé par l'Observatoire Pélagis, Tout à fait. laboratoire Alors, du CNRS. c'est un dossier sur lequel je suis depuis 1971 avec le docteur Duguy, qui était directeur du musée d'histoire naturelle de La Rochelle. Donc il y avait déjà des échouages. Je rejoins complètement Jonival sur le fait qu'il y avait des échouages dus à des captures. Accidentelles, après, on va en discuter. Mais ces captures, elles ont vécu des séries statistiques, historiques, et depuis 2016, on a une intensification absolument considérable. Donc ce phénomène qui existait, mais qui ne nous inquiétait pas, nous, associations naturalistes engagées, effectivement, a pris une toute autre dimension en 2016, 2017, 2018 et 2019. C'est le record des records. Donc depuis 2016, on a battu tous les records historiques. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que, quels que soient les pêcheurs qui aient été à l'origine de ce massacre, parce que c'est un massacre, je rappellerai qu'il y a 20% des bêtes qui sont attrapées, qui échouent sur les plages, et il y en a 80% qui coulent. Ça veut dire donc que quand vous avez 1200 échouages, il faut multiplier par 5, et ça fait donc 6000 animaux sur une population de 180 000, 200 000 dauphins sur le golfe, on va dire, sur l'entité du golfe de Gascogne. Concrètement, ça menace la population telle qu'elle existe. À partir du moment où vous dépassez 1,7% de la population totale sur une année en mortalité, vous engagez la santé de la population et vous altérez la population dans sa viabilité. Tout simplement parce que les dauphins sont des animaux de cycle long. Une femelle dauphin va être mature sexuellement à 9 ans. Il va lui falloir 11 mois pour porter un petit, à peu près entre 11 et 18 mois à l'été. Vous arrivez à 11-12 ans. Et comme elle vit en moyenne dans la nature 25 ans, vous allez avoir entre 5 et 6 petits. À chaque fois, un seul petit. Donc ça veut dire que ce sont des cycles longs. Il faut les élever, il faut les allaiter. Ce sont des mammifères comme nous. Et donc, ce problème de 6000 dauphins depuis maintenant quasiment 4 ans, on essaye d'abord de déterminer, et nous l'avons révélé. Et je dois dire que là, personne ne souhaitait le faire, ni l'État, ni les pêcheurs. Nous avons révélé que 90% des échouages présenter les marques de la pêche. Alors, ce n'est pas Dominique Chevillon de Rennes Nature Environnement ou de la LPO qui s'exprime, c'est l'Observatoire Pélagis, qui est un observatoire d'État, CNRS, Université de La Rochelle. Et dans notre association, nous avons, nous, 2 membres du Réseau national d'échouage. Et j'ai l'occasion, tous les ans, malheureusement, depuis maintenant 25 ou 30 ans, de faire les mêmes constats, sauf que là, ça a pris une intensité considérable. Alors, à qui la faute ? C'est certain que les chaluts pélagiques ont été les premiers montrés du doigt, et c'est vrai qu'ils n'ont pas résisté beaucoup parce qu'ils ont reconnu qu'ils en étaient la cause. Et vous voyez, alors, nous, le problème qu'on rencontre, c'est que c'est pas moi, c'est pas ce type de pêche, ce sont les autres. Ce sont les Espagnols, ce sont les Néerlandais, maintenant ce sont les Allemands, ce sont les gros, ce ne sont pas les petits. Le sujet, il est quand même qu'on a engagé au niveau de l'Europe et au niveau de la France. On a d'abord déterminé des aires marines protégées, on a déterminé des objectifs pour conserver la biodiversité, et que cette biodiversité fout le camp à une vitesse effroyable. Et moi, je vous dis, entre nous, les amis, on s'intéresse beaucoup au loup, on s'intéresse beaucoup à l'ours, mais le mammifère marin qui représente le prédateur, qui est un des prédateurs importants du milieu marin, qui nous intéresse ce soir, c'est le dauphin. Et si le dauphin disparaît, non seulement c'est un animal qui, dans les écosystèmes, a une importance considérable, comme tous les grands prédateurs, mais en plus, quand même, le dauphin, je ne veux pas faire de l'émotionnel, mais quand même, le dauphin a accompagné la vie de l'homme pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, ces populations sont en grave difficulté.
il faut trouver des solutions. Allez, pour aller plus loin, on va voir un petit peu les actions de l'ONG Sea Shepherd, qui est très en pointe dans ce combat et qui tient pour responsable les filets des pêcheurs. Les militants ont mené diverses actions récemment, notamment au Sables d'Olonne, avec ce reportage. Regardez. Le cadavre n'est pas passé inaperçu sur le remblai. Les militants de l'ONG Sea Shepherd disent avoir trouvé ce dauphin lors d'une patrouille sur une plage entre les Sables d'Olonne et Bretignolles-sur-Mer. Depuis le début de l'année, c'est une véritable hécatombe. Plus de 600 mammifères marins mutilés se sont échoués sur la côte atlantique. Ça me fait très mal au cœur, ça me donne des nausées. Voilà, je ne supporte pas. C'est triste de voir ça, quoi. C'est une horreur. C'est une horreur, hein, vraiment. Hein. Cette action coup de poing cible certains navires de pêche, notamment les chalutiers pélagiques, dont les filets blessent et asphyxient les dauphins. Si un dauphin est pris dans un filet, un chalut ou un filet calé, souvent il finit noyé parce qu'il ne peut pas remonter à la surface, il est coincé sous l'eau et comme c'est un mammifère, il a besoin de remonter à la surface pour respirer. L'animal exposé présente de nombreuses lésions. Des spécimens comme celui-là, visiblement jeune et donc potentiellement reproducteur, il en meurt de plus en plus. On les rencontre plein au large, là. Ils sont massacrés par les filets de pêche. On n'y peut rien, hein. C'est les normes européennes. Et puis souvent, c'est des coups d'hélice. Là, par exemple, ça doit être un coup d'hélice ou un truc comme ça. Et puis bon, vous avez le plastique, vous avez toutes ces choses-là, quoi. Le cétacé sera autopsié à l'Observatoire pélagiste de La Rochelle. Les pêcheurs, eux, ont refusé de s'exprimer. Le président du comité local des pêches nous a tout de même certifié par téléphone que tous les pélagiques de la région étaient équipés de répulsifs à dauphins comme celui-ci, des boîtiers censés faire fuir les mammifères marins, mais dont l'efficacité reste à prouver. Monsieur, voilà un petit mot de commentaire d'abord sur ces équipements répulsifs. Ils sont utiles pour vous ou pas à améliorer? Apparemment, ils sont quand même bien utiles parce que les observateurs ont bien conclu quand même qu'il y avait très peu de dauphins. Ça, c'est clair. Je voudrais revenir par contre sur les différentes choses parce qu'on me dit là que dans le reportage que le cétacé, comment dire, le dauphin, il va être emmené, comment dire, pour être autopsié. C'est quand même assez amusant quand même. Nous, on demande les autopsies et il n'y en a pas. C'est quand même assez... Parce qu'il faut quand même savoir, à ma connaissance, parce que moi, je suis pêcheur, mais j'aime bien savoir les tenants et les aboutissants. Alors moi, j'ai eu tout à l'heure l'Observatoire pélagiste au téléphone qui m'a certifié que 90% des autopsies montrent que les morts sont liées à des captures. D'accord. Et donc, comment ça se fait qu'il n'y a pas moyen d'avoir ces autopsies ? Non, Dominique, s'il te plaît, je ne t'ai pas interrompu. Non. Là, le fait est, c'est que, à ma connaissance, pour faire des autopsies, il faut avoir les compétences pour pouvoir, comment dire, effectuer des autopsies. Et l'Observatoire pélagique n'est pas compétent en la matière. Et ça, je le sais, vous savez, d'une association, comment dire, de vétérinaires qui s'appelle Sibylline. Alors apparemment ils sont persona non grata de partout parce que ça serait soi-disant une association de, comment dire, qui serait un petit peu intégriste ou extrémiste. Et pourquoi pélagistes et ces chercheurs du CNRS ne sont pas compétents pour autopsier Parce les que c'est dauphins? des biologistes. C'est des biologistes, ils ont le droit de faire des prélèvements et tout, et ils déterminent pas les causes. Écoutez, à la dernière réunion du comité national, on a eu un débat, et c'est marqué là, vous voyez ce que je veux dire? C'est marqué... on a eu, comment dire, problématique de capture accidentelle des dauphins dans le golfe de Gascogne. Donc l'ADPMA est intervenue, c'est la question que je leur ai posée. Où sont les autopsies? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des autopsies? On nous a dit que des autopsies, j'ai dit combien ont été réalisées d'autopsies? Parce que c'est facile de dire, il est mort de ceci, il est mort de cela, il n'y a pas de problème. Les dauphins, ils arrivent à la côte, ils sont morts, mais ça serait bien de savoir quand même pourquoi. Parce que quand on parle, comment dire, d'accuser une profession, indirectement, ça serait bien d'avoir la véritable cause. Donc c'est pour ça que moi je me suis rencardé auprès de cette association, justement pour avoir des éléments pertinents, complémentaires. Et c'est eux qui m'ont expliqué tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne suis que marin-pêcheur et ligneur de surcroît. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème malgré tout d'omerta des pêcheurs, de défiance vis-à-vis de ces scientifiques qui ne demandent qu'à monter dans vos bateaux pour mieux voir quel type de pêche pose quel problème? Mais écoutez, il y a des journalistes du New York Times, c'est ça, qui sont venus à La Rochelle, et moi je peux vous le dire, et je peux même dire son nom, il y a Stéphane Charleux qui est un fileyeur, vous savez, parce que comme maintenant on a démontré que c'était pas les pêcheurs pélagiques qui étaient la cause, ou tout au moins qui pouvaient être, comment dire, la totalité, comment dire, de la problématique, maintenant ils sont en train de dériver, de dire c'est les pêche-tout. Donc Dominique m'a d'ailleurs demandé récemment quelle était la définition du terme pêche-tout.
Parce que c'est facile de dire les pêche-tout, mais ils étaient incapables de dire quelle était, la définition d'un pêche-tout. Vous voyez, la hauteur, la longueur, Et donc, pour en revenir, au New York Times, le pêcheur leur a dit, vous choisissez la date, vous venez quand vous voulez. Je vous embarque au matin, j'ai le droit en plus, parce qu'il a, un truc de pescatouriste, donc il a le droit d'emmener des gens. Il leur a dit, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Il leur a proposé, il s'appelle Stéphane Charleux, le Moby Dick, il est à La Rochelle. C'est facile à vérifier, il leur a proposé. Et si jamais il y en a d'entre vous qui ont envie d'y aller, je pense que ça posera aucun problème. Ça démontrera quoi ? Qu'ils n'en pêchent pas. Il n'en a jamais pêché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi, nous, des dauphins, il y en a, mais que plus large. Par contre, on a des bancs quand même de globicéphales noirs qui passent la pointe de Chasseron tous les ans. Si tu vas à la pêche là-bas, moi, ça fait des années que j'en vois. Comment ça se fait qu'il y a des dauphins qui se pêchent qu'à une certaine période de l'année ? C'est ça qui est assez surprenant. Des dauphins, il y en a toute l'année. Ils s'en vont pas. Non, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Ils se pêchent à une période de l'année, ils se pêchent en janvier, février, mars, même si on ne s'entend pas sur la date, mais pendant la reproduction du bar. Simplement, c'est ça. Il y a un rassemblement de bars sur des zones qui sont un peu plus au large de l'Héron, entre Ré et Oléron. Ils viennent se reproduire. Là, tout le monde vient à la curée, parce que moi j'appelle ça se venir à la curée, et pêcher les bars qui sont en pleine période de reproduction. Les dauphins, eux, sont là, ils sont un peu chez eux. Et voilà, et le massacre, il vient de là. C'est pas très compliqué. Hein. Pour vous, le problème, il vient de la concentration bien sûr, des pêcheurs. Moi, je remarque quand même une chose, c'est que il y a un groupe qui a été créé national sur la capture accidentelle de cétacés. Moi, j'en fais partie depuis le mois de janvier, puisque 2 ONG ont été acceptées, la LPO et France Nature Environnement. Aujourd'hui, la cause de la mortalité des dauphins est établie à 90%. Que John Ival veuille des preuves supplémentaires, c'est son droit, je ne discute pas. Mais la profession, aujourd'hui, ne remet pas en cause les analyses de Pélagis. Pélagis, CNRS, c'est 40 ans, presque 50 ans d'expérience, avec des gens qui sont... Ils ne sont pas que biologistes, ce sont des gens ils ont des formations également pour traiter... Moi, je connais, il y a des analyses externes et il y a des analyses internes. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, sur 90% des dauphins qui sont tués, vous en avez 100% qui sont en bonne santé. Parce qu'au début, on nous a dit, les dauphins sont parasités, alors ils vont dans les filets, ils sont faibles. On nous a même raconté, à un moment donné, pour vous dire un petit peu le niveau auquel on était de la discussion, c'était les tempêtes qui rendaient malades les dauphins. Mais c'est faux, ces dauphins sont en parfaite santé. Ils sont même, pour certains, allaitants, parce que ce sont des femelles. Les femelles allaitantes, c'est qu'elles sont en bonne santé. Hein, sinon, vous les trouvez avec le ventre qui est plein de poissons, à moitié, je dirais, consommés ou non. Donc, la réalité, il faut l'accepter. Maintenant, moi, je crois qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire au niveau de la pêche, de l'ensemble de la pêche. Tous les pêcheurs ne sont pas concernés, mais la réponse, ce sera aussi la pêche qui l'apportera, parce qu'il faut qu'on ait les informations. Les informations, c'est quels bateaux sont contributeurs, quelle nature de pêche sont contributrices, et aujourd'hui, on n'y arrive pas. C'est dommage. On va jeter un petit coup d'œil aux méthodes de pêche. L'association Bloom a réalisé ces 2 schémas qui détaillent les différents types de filets utilisés et leurs impacts sur les espèces non consommées. Globalement, il y a 2 catégories qui se dégagent. Ceux qui ont un faible impact et qui peuvent laisser vivants les espèces non consommées, et les autres qui ont tendance, c'est ce que vous appeliez les pêche-tout, qui raclent, qui ratissent large, qui ont des grandes ouvertures de filets et autres. Non, il y a un problème là de définition. Un filet, c'est un engin qui est calé. Un chalut, c'est un engin qu'on traîne. Donc à un moment donné, il faudrait appeler un chat, parce que sinon, ça va pas... Ultérieurement, ça va poser des problèmes. Hein, un filet, c'est un engin qui est posé, qui est calé. Ou il peut être un filet dérivant, comme à l'époque, les filets dérivants qui pratiquaient le thon, qui ont été interdits. Oui. Oui, maillant dérivant. Et après, un chalut, c'est un engin qui est tracté. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, c'est important. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je suis pas du tout d'accord avec Dominique là, sur certains sujets. Parce que ça aurait été intéressant, parce que quand tu dis qu'ils mangent des bars, mais écoute, moi j'ai été cette année. C'est la première fois, tu vois. J'y suis allé avec d'autres patrons et tout, mais avec mon bateau personnellement, c'est la première année que j'ai été au large pêcher du bar. Financièrement, il fallait que je le fasse parce que c'était compliqué. C'est une réalité, ouais. Et des dauphins, tous les jours, j'en avais qui venaient le long de mon bord. Et je veux dire, c'est pas du bar qu'ils viennent manger. C'est des anchois, c'est des sardines. On est bien d'accord. Non, mais quand on dit que c'est pour le bar. Mais c'est la pas pour le bar. Mais qu'est-ce qu'ils pêchent, les pêcheurs? Alors, ils pêchent quoi, les pêcheurs qui sont là-bas? Alors, s'ils pêchent pas de dauphins, alors ils... Non, mais ce qui est important, c'est la rencontre. Ils pêchent du bar. Oui. Mais les dauphins, ils sont pas là pour le bar. Ils mangent pas de bar, les dauphins. Johnny a raison. En fait, c'est la rencontre. Oui, mais... La rencontre entre le pêcheur qui vient pêcher
une ou deux espèces, le merlu, le bar, et puis on trouve ensuite le dauphin qui, lui, va se nourrir de proies du bar ou du merlu. Parce qu'il mange notamment beaucoup de ce qu'on appelle des clupéidés, qui sont des sardines, qui sont des petits poissons bleus, des sprates. Donc, en fait, il y a ici mise en, je dirais, en commun, sur le même lieu, au même moment, d'une activité de pêche, avec des poissons qui sont pêchés par les pêcheurs, poissons qui mangent eux-mêmes des petits poissons qui sont consommés par les dauphins. La réalité, celle-ci, elle est démontrée. Elle n'est pas, je dirais, sur le plan scientifique, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est parfaitement vérifié. Monsieur de Vautour, les consommateurs, ils vous questionnent là-dessus par rapport aux campagnes qui ont été menées récemment, de Sea Shepherd ou autres? Pas vraiment chez moi. Pas vraiment chez moi. Parce qu'ils ne voient que des produits de ligne ou de filayeurs et ils sont beaucoup moins rebutés à ce niveau-là que si c'était du poisson de chalut. Et ça donne pas le même esprit. C'est le poisson de chalut, on sait que ça drague le fond, ça enlève toutes les reproductions, etc. Et que la pêche, quand même passif, est quand même beaucoup plus propre. Votre clientèle, elle est sensibilisée à ces notions, en tout cas. Surtout à ce niveau-là, oui. Ok, en préparant cette émission, j'ai eu toutes les peines du monde à faire venir un pêcheur autour de la table. Certains ont fait de la présence de Sea Shepherd un obstacle catégorique à leur venue. Des dauphins morts, en termes d'image, c'est catastrophique pour la pêche? C'est surtout après, au niveau des cours, quoi. À un moment donné, quand on est là en train de cibler, comment dire, une activité particulière, parce qu'après, il y a aussi, comment dire, des plaisanciers qui se servent des dauphins pour dire que, pour revenir après, pour jongler sur le bar, et dire qu'en fin de compte, le dauphin mange du bar, et il faut fermer le bar, comme ça, si on ferme le bar, il n'y aura pas de problème, on ne pêchera plus de dauphins. À un moment donné, il faut aussi penser que derrière, il y a quand même une activité professionnelle. Il y a des gens derrière, il y a des familles, il y a des... Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est quoi le risque pour vous? Un jour, peut-être une décision très radicale d'interdiction de pêche de telle période à telle période sur telle ou telle espèce? Écoutez, je ne peux pas présumer de ce qui va se faire. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que les pêcheurs sont conscients, comment dire, de cette problématique et ont fait, comment dire, depuis longtemps. C'était quand l'an dernier que j'avais déjà parlé, c'était au mois de mai l'an dernier au Parc Marin. J'avais dit qu'il y avait le programme Licado qui était en place, qui a été mis en place. Mais il s'est mis en place, il a été testé en 2008 et il est effectif depuis le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, c'est très récent. C'est un programme, comment dire, qui concerne les cétacés, qui concerne l'étude et de trouver des moyens et puis des... Effarouchements, etc. Oui, c'est ça, des objets, comment dire, pour essayer d'effaroucher, comment dire, les cétacés, pour essayer d'empêcher le moins possible. Donc, il est vrai que certains professionnels étaient assez réticents, parce qu'il faut le dire comme c'est. Vous savez, à une époque, là, les pélagiques, on pêchait énormément. J'ai moi-même fait des courriers en tant que président de l'association Adam, une association de défense des artisans marins pêcheurs, contre les pélagiques à une certaine époque. J'ai même été aussi en guerre contre le comité national, dont je fais partie actuellement. Parce qu'il y avait des infos qui ne nous étaient pas données, parce qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas. Mais vous savez, comme toute personne qui réussit, quand c'est comme ça, les gens, ils ont tendance à être sur un coussin d'air. Donc oui, on est les plus beaux, on est les meilleurs, enfin bon... Et ce qui ne va pas, on le... Et puis c'est surtout... Et à un moment donné, ils se sont fait tirer les oreilles par Bruxelles, et je crois que ça a remis bien tout à plat, et maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts à trouver des solutions. Ça fait quand même quelques années que, oui... Le comité national fait vraiment ce qu'il faut pour trouver des solutions, pour pas empêcher, pour trouver, comment dire, des solutions même au niveau du bar. Il y a des restrictions. Regardez, là, il y a 2 ans, on avait un plafond de capture, on l'a diminué de 240 tonnes. Cette année, sans rien du tout, on a encore baissé de 90 tonnes. En poisson. Oui, en volume. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions. Et après, derrière, il y a quand même des bateaux, un nombre de bateaux quand même assez conséquent. Et après, on se retrouve l'an dernier en fin d'année, on a eu une gestion, il a fallu serrer les boulons, tout le monde a été limité à 50 kilos, gros, petit. C'était comme ça. On n'a pas pu faire autrement pour pouvoir finir l'année pour les petits bateaux. Donc non, le comité national fait vraiment ce qu'il faut. Je pense qu'il y a une mobilisation qui existe. Faisant partie du groupe national, je dis il y a une mobilisation qui existe, y compris de l'État. Mais entre 2008 et 2018, il s'est passé 10 ans où il n'y a rien eu. Alors que les premiers effaroucheurs acoustiques, c'est à Saverne qui avait été mis en place par Ifremer, avait existé avec comment des effets où ça diminuait la mortalité de 65%, entre 65 et 70% et 80%. Donc on pouvait considérer qu'on avait trouvé une piste qui était une piste à creuser. Ni l'État, ni la pêche n'a souhaité, je dirais, pour des raisons
différentes. Je ne les connais pas toutes. Et puis, je ne fais pas le métier. C'est ceux qui font le métier qui le savent. Et donc, pendant 10 ans, il n'y a rien eu. Et tout d'un coup, en 2016, cette intensification. Donc, moi, j'entends que la pêche est mobilisée. La réponse, c'est oui. J'entends que l'État a bougé une oreille. Et je le dis parce que l'État est très largement, je dirais, concerné par la responsabilité. Ce n'est pas les seuls pêcheurs. Hein, et souvent, c'était les Espagnols. On nous disait « Ah, ben, ce sont les Espagnols. » Mais alors, qu'est-ce que vous faites? On est dans les eaux françaises. Bon, toujours est-il qu'il y a une mobilisation. Mais après un silence absolument considérable pour lequel on doit dire personne n'a travaillé parce que tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, grâce aux associations, on a fait des choses, on a écrit des choses. On n'est pas bien vu, c'est vrai, mais c'est notre statut. On est là pour ça, on est engagé. Pour certains, c'est l'engagement d'une vie. Allez, autre mobilisation autour de la pêche électrique, une méthode de pêche je l'ai lu très aussi, j'ai aussi constaté quelques inepties aussi quand même. Oui, c'est possible. Mais... de nombreuses associations et restaurateurs se sont mobilisés ces derniers mois, notamment contre cette pratique accusée de détruire la ressource sans distinction. Nous embarquons à bord d'un bateau hollandais. Pour embarquer à bord de ce chalutier hollandais, il a fallu convaincre le capitaine de nous montrer sa méthode si décriée. Une pêche par impulsion électrique que Peter Sperling a finalement accepté de nous montrer. Ça, ce sont les modules. Le courant passe par ici, et puis est réparti entre ces deux câbles. C'est là que circule le courant. Et c'est réparti ainsi tout le long du filet. Une méthode très efficace qui permet de débusquer les poissons dans les profondeurs de l'océan. D'abord, des impulsions électriques soulèvent le sédiment. Les poissons qui s'y trouvent sont alors immobilisés. Il ne reste plus au filet qu'à les recueillir. Une méthode à la précision chirurgicale, assure Peter Sperling. Tout est automatisé. À partir d'une profondeur de 10 mètres, ça se déclenche et le courant circule progressivement par toutes petites impulsions. Et donc il n'y a pas de bouton qui envoie l'électricité? Non, il n'y a pas de bouton. Pour ces marins, il s'agit d'une technique inoffensive. Pour nous le prouver, le capitaine nous présente ces sols à peine pêchés, tétanisés, engourdis, mais aucune trace de blessure. Vous voyez, elle n'a rien du tout. Elle est en parfait état. Puis le capitaine rejette le poisson à la mer. Après quelques secondes, la sole reprend ses esprits. Ça y est, elle s'en va. Vous voyez, il va bien, il est vivant. Démonstration selon lui que la pêche électrique serait sans impact sur la biodiversité. Ici, ce qui devait être une expérimentation concédée par l'Union européenne s'est peu à peu généralisé. Regardez, ce bateau-là utilise la pêche électrique. Et ceux-là, 1, 2, 3 le font aussi. Franchement, on dit qu'on vit de la mer, mais la sole ou le thon que nous pêchons sont des poissons soumis à des quotas que nous respectons. Mais pour ce scientifique, la démonstration des pêcheurs hollandais occulte les dégâts causés par les impulsions sur l'ensemble des fonds marins. On a un poisson d'une espèce qui est très vigoureuse, qui survit très bien, qui repart à la mer, mais la pêche électrique va avoir des impacts sur l'ensemble de l'écosystème, y compris des impacts que les autres méthodes de pêche n'avaient pas avant, parce que l'électricité va pénétrer dans le sédiment et va potentiellement chambouler tout le fonctionnement de l'écosystème microbien. Mais alors pourquoi cette technique existe-t-elle toujours? Il y a un an, les eurodéputés ont pourtant voté son interdiction totale. Depuis, les négociations s'éternisent entre Parlement, Commission européenne et États membres. Un statu quo qui, pour l'heure, profite aux pêcheurs néerlandais. Et donc, mi-février, Parlement, Conseil et Commission se sont mis d'accord pour interdire définitivement à tout navire d'un État membre d'utiliser cette méthode à partir du 1er juillet 2021. C'est une victoire qui vous satisfait, M. Seguin? Pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, pourquoi 2021 déjà, c'est trop loin. Pourquoi on va attendre de continuer encore de tuer? Parce que dans le fait, ce système brûle tout sur son passage. On est bien d'accord. Hein, tout est cramé pendant, excusez-moi l'expression, pendant 30 ans, 40 ans. Ça va de la petite crevette, ça va au phytoplancton, tout est brûlé, quoi. Et avec des subventions européennes. Donc là, c'est 30% de la flotte des Pays-Bas. Voilà, c'est inadmissible. Alors, nous, on est plein de restaurateurs à s'interdire d'acheter ce produit-là parce que c'est pas joli. Enfin, c'est pas une pêche qui est déjà responsable pour la planète parce qu'il faut penser à nous, mais il faut penser aussi à nos enfants.
Et en plus, les produits sont brûlés, sont pleins d'hématomes. Alors, j'en ai pas acheté, je l'ai pas vu, j'ai vu sur des reportages. Mais enfin, c'est honteux, c'est honteux. On se bat, nous, à remettre un petit bar, ou à expliquer à nos enfants que le bar, il fait pas la maille, il faut le remettre. Ou si on en a pris un, le deuxième, on le remet aussi à l'eau. Et à côté, l'Europe donne des subventions pour ce genre de pêche. Il y a des grosses questions à se poser. Ouais. Totalement illégal en plus, déguisé et tout, c'est un scandale. Scandale, tout à fait. Monsieur de Vautour. Pourtant, le poisson, il a l'air de repartir en bonne santé, là. Ouais, sur Et un en bon mètre, état, en plus. Je n'aurais jamais ce type de produit. Ouais, ce qui est terrible, c'est que ces gens qui ont travaillé dans l'illégalité ont failli obtenir l'autorisation de le faire Europe entière, parce que ça s'est joué à très peu, grâce à Blum et Omar G, un député de La Réunion, qui est un spécialiste de la pêche, qui a bien bossé, député européen. Et en fait, ils obtiennent d'aller jusqu'en 2021 parce qu'ils ont investi dans la pêche illégale et l'Europe leur dit, écoutez les amis, on ne le fait plus, c'est interdit, mais comme vous avez investi, vous avez le droit d'amortir jusqu'à 2021. Voilà, 2 ans et demi pour convertir les 84 chaluts qui opèrent incroyable. En mer du Nord. Ça serait peut-être bien aussi de ne pas oublier le combat des pêcheurs, des fileyeurs et tout à fait. là-bas, qui sont quand même montés quelques fois à Bruxelles pour dénoncer ça quand même. C'est la concurrence déloyale pour vous ? Oui, de toute façon, après, le problème, c'est de la concurrence déloyale, parce que déjà, les Français n'ont pas le droit de le faire. Je ne vais pas vous montrer ce que le comité national m'a dit. Voilà, il n'y en a pas en France et tout. Moi, j'ai eu Stéphane Pinto, qui est le représentant des pêcheurs, de là-bas, de Boulogne et tout. Ils en ont encore pris récemment, là. Ils en ont un qui était dans les 6 000. Voilà, normalement, à l'intérieur des 12 000, ils n'ont pas le droit de venir. Parce que... il y en a un qui a été pris. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a eu ? Je crois qu'il a eu 3 000 € de procès. Tous les pêcheurs sont contre, de toute façon. Donc, les pêcheurs français. Tout ça, c'est... oui, non, mais ils sont contre. Et tous les poissonniers, donc parce que l'état de ces poissons, 100%. À quoi ça ressemble ? Vous avez eu l'occasion d'en voir ? Non. Non. Le problème, c'est que la décharge électrique est tellement forte, vu ça casse les colonnes vertébrales. De pêche, déjà, ça me révolte. Alors déjà, que j'aime pas les chaluts, alors ça encore pire. C'est l'horreur. Ouais, le monsieur, il a une phobie quand même du chalut, quand même, à mon avis. Ce serait bien qu'il aille sur un chalutier, quand même. Je pense qu'à un moment donné, moi, je vais vous inviter sur des collègues à moi, sur des bateaux de collègues à moi, et vous aurez peut-être, une vision qui sera peut-être moins néfaste. Parce que moi, je fais des lignes, mais j'ai aussi fait le chalut à crevette, le chalut à céto, j'ai fait le 4 panneaux, j'ai pas fait le collègue. Et alors, pourquoi vous avez changé ? Pourquoi vous êtes passé du chalut à la ligne ? Parce que j'ai fait ça pendant 19 ans avec mon beau-père, à Saint-Denis-d'Oléron. Et le poisson est plus joli maintenant. Oui, c'est ça, mais il n'y a aucun problème. Le poisson est plus joli et tout. Mais le problème, c'est que tout le monde... parce que on a aussi monté un site Facebook où on a 850 marins-pêcheurs, parce que nous, on est très engagés. Même moi, je suis ligneur. Certains ligneurs disaient, oui, ils ont qu'à tous faire les lignes. Mais c'est une grosse ineptie. Comment... les lignes, les palangriers, il y a des volumes, mais il y a aussi, c'est un problème d'espace. Il n'y aurait jamais assez d'espace. Toi qui fais la pêche plaisance, tu te doutes bien que quand tu vas sur une tête de roche, si tu es tout seul, tu vas pêcher du poisson. Si tu es 10, ça va pas être la même. Et là, c'est exactement pareil. Il faut que chacun puisse vivre de la ressource de manière harmonieuse. On pratique, les ligneurs, ils pratiquent le principe de la jachère tournante. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont sur une tête. Et avant, on tournait beaucoup moins parce que peut-être que la ressource était plus importante. Peut-être qu'il y avait des pratiques qui n'étaient pas, effectuées dans les roches, ce qu'on appelle dans la bande côtière. Donc certaines pratiques ont plus d'impact que d'autres. Je parle dans les roches. Et c'est pas les chalutiers. Allez, je mentionnais l'engagement des restaurateurs sur ce sujet. Il en est un qui s'est beaucoup battu sur la question, c'est le Rochelais. Christopher Coutenceau, nos équipes l'avaient rencontré au lendemain de cette interdiction européenne. Regardez. Quand il n'est pas au fourneau, derrière le piano de son restaurant 2 étoiles au Michelin, le chef, Christopher Coutenceau, part en mer, assouvir la passion de sa vie d'homme, la pêche. Une passion qui l'a également conduit par le passé à se rapprocher des associations environnementales dévouées aux océans. Par exemple, Blum, aujourd'hui connu pour demander l'arrêt de la pêche électrique. Le chef Coutenceau a lui aussi décidé de partir en croisade contre la pêche électrique en rédigeant un manifeste fustigeant cette pratique. Une tribune aujourd'hui co-signée par plus de 200 noms de la grande cuisine française. La pêche électrique, c'est pire que la pêche à la dynamite. Donc une fois que ces barres électriques sont passées sur les fonds, des gens pêchent des poissons, on leur casse la colonne vertébrale par le choc électrique, et donc des poissons avec des hématomes qui vont servir à faire de la farine,
pour nourrir du poisson d'élevage ou des croquettes pour les chats ou les chiens. Donc on est en train de tuer du sauvage pour nourrir des poissons d'élevage qui après risquent de nous donner des maladies à l'être humain. Olivier Rollinger, Hélène Darroze, Trois Gros, Lorrain, Lallemand, des noms prestigieux qui disent tous refuser de travailler des produits issus de cette méthode de pêche. On est des cuisiniers, on n'est pas des magiciens, vous savez. Un beau produit, on peut faire un beau plat, mais un produit pitoyable, on ne va pas le transformer pour réussir à faire un beau plat. Un combat aujourd'hui victorieux. Le Parlement européen a en effet voté en faveur de l'interdiction de la pêche électrique. Une victoire certes, mais le combat pour une pêche durable, lui, reste d'actualité. La pêche durable, c'est quoi finalement, M. Seguin ? La pêche durable, c'est pêcher au bon moment un poisson, pas en période de reproduction, j'arrête pas de le dire, et, il faut le faire parce que pour que nos enfants en mangent plus tard, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il faut changer les méthodes de pêche, je pense également, c'est-à-dire que ces gros chaluts qu'on parlait tout à l'heure, qui sont larges, ça c'est... Voilà, faut arrêter cette pêche-là, mais surtout une pêche responsable, une pêche de saison, faite correctement, comme la ligne, voilà, ça c'est super. Pour nous, pour les restaurateurs, on a des produits qui arrivent qui sont magnifiques. Ces personnes de la mer respectent le poisson, respectent tout de même la conservation. On parlera peut-être tout à l'heure d'Ikijime, mais voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Moi, je suis content parce que on va de l'avant quand même. Il y a du mieux et il y a une prise de conscience. Alors, cet effet par des dauphins, c'est vrai qu'on a touché à Flipper, donc voilà. Oui, en termes d'image. En termes d'image. Alors, je suis désolé, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait encore passé aux oublis tous les ans. Il y a quand même du mieux. Il ne faut pas noircir le tableau. La nature est forte pour repartir, mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui à faire et à prendre le poisson au bon moment avec la bonne méthode. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience des consommateurs, Monsieur de Vautour ? Je sais pas, parce que la mer est tellement grande qu'ils ne voient pas du tout les problèmes qu'il y a au niveau de la pêche, du surpêchage. Vous me disiez que, par exemple, cette notion de saison, pour les légumes, c'était compris. Oui, pour le poisson, ça reste abstrait. Pour les légumes, on va mettre du bio ou sans pesticides ou ceci, cela. Mais un poisson, on ne va pas lui mettre une étiquette. Alors, il faut respecter. Moi, je suis dans ce système-là. Prenez du poisson. Si c'est du filayeur ou de ligne, le poisson n'a pas été massacré. Il est très joli, il est entier, il n'est pas cassé. Contrairement au chalut où c'est des tonnes de poissons, si vous achetez un poisson qu'il était sous la tonne, ça va être un charpie. Non mais moi je peux pas laisser dire ça quand même, parce que là c'est du grand Ah, n'importe si. quoi. Mais non. Si. Mais les chalutiers avec des tonnes et tout, mais je sais pas, mais ça dépend de la taille c'est du du pur chalut, délire, pour vous. bien entendu. Mais à un moment donné, 80% de la flottille française, c'est des moins de 12 mètres. Alors donc il y a pas un chalutier qui peut virer des tonnes, quoi. Les chaluts, ils font des petits coups de chalut, et les 3/4 du temps, le poisson il est vivant. Alors de là à dire que le poisson est écrasé et tout, il est fripé parce qu'il a frotté sur les mailles. Mais le poisson, il est loin d'être écrasé. Donc à un moment donné, on est en train de véhiculer. Mais non, on tire à boulet rouge sur les chalutiers. Il faut arrêter, quoi. Moi personnellement. D'un chalut noir raide. Mais je vous dis, allez à bord d'un chalutier, allez-y, vous verrez, c'est des bateaux, les chaluts de fond, parce que, attention, il y a différents types de chaluts, c'est pareil. C'est comme il y a des lignes de fond, des lignes de surface, des lignes de demi-fond, il y a différents types dans chaque métier. C'est pareil, le chalut, il y a le chalut pélagique, le chalut de fond, le chalut classique, il y en a différents types. Après, vous êtes en train de stigmatiser toute une profession par rapport à un type que vous voulez pas voir et qui pose problème, qui serait le chalut pélagique. Soit dit en passant, quand même, depuis 10 ans, les chaluts pélagiques, ils sont réduits à peau de chagrin. Il n'y en a presque plus, quand même, accessoirement. Hein. 18 paires. Oui, on l'a dit l'autre jour au parc marin. Donc, justement, l'argumentaire, je pourrais le ressortir. Hein. Tu l'as dit toi-même, que mathématiquement, de toute façon, ça pouvait pas... C'est une histoire de mathématiques. Mais après, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On marche sur la tête. Les petits chalutiers et tout. N'importe lequel d'entre vous peut aller sur un chalut de fond au mois de janvier, février, mars. N'importe lequel d'entre vous, sur un chalut de fond, jamais ils pêcheront un dauphin. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est là que vous apercevrez quand même, parce que j'ai aussi là, le manifeste que vous avez sorti, là, avec des trous dedans, des coups de gaffe et tout, mais tout ça, c'est que de la propagande. Les bateaux, ils ont des tables. Mais non, ils ont des tables.
Dominique, faut parler. Moi, quand j'ai vu les photos, c'est des photos qui datent de 3 ans. Et je vais dire une chose, l'association Sibylline m'avait justement posé des questions là-dessus. Je lui avais envoyé des photos. Vous allez au port à la Cotinière, vous regardez à bord de tous les bateaux, même les petits. Ils ont des tables de tri. Parce que c'est au niveau, du mal au dos et tout, ils sont à genoux et tout. La poche se vide, se lève à hauteur de l'is. Donc les gars, ils ont pas besoin de... Ils ont juste à pousser. Donc les trous, ils sont faits par les goélands quand les dauphins flottent dans les parties molles. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter de dire... il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi, quand même. Alors, non, Dominique, là, moi... Johnny, t'exagères. Ah non, j'exagère pas du tout. Mais pas du tout. Et comme je dis, n'importe lequel d'entre vous peut aller à bord d'un chalutier. Ah, ça oui. Pour reparler au niveau de la clientèle, si la clientèle était sensible et attendait des explications. Alors, elle est de plus en plus par une clientèle qui est jeune. Les jeunes qui arrivent sont sensibles, sont curieux, sont très curieux. Mais c'est aussi à nous aussi d'avancer et de dire non, vous mangerez pas du bar janvier, février, mars. Non, vous mangerez pas de la sole quand elles sont sur la Gironde en pleine période de reproduction, qu'elles sont molles et pleines d'œufs. C'est à nous de le faire. Alors c'est vrai que on est un peu vu comme des ayatollahs du produit de saison, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire parce que aujourd'hui c'est urgent. Pour moi c'est urgent. Je suis de l'île de Ré. On racontait tout à l'heure. Moi les têtes de roche, je les ai vues se vider. Alors quoi? Alors il y a la pollution aussi peut-être. Il y a pas que la pêche. Je suis d'accord. Faut pas leur jeter la pierre, ça c'est clair. Il y a la pêche. Oui, il y a les méthodes qui sont différentes. Il y a de la pollution. Il y a plein de choses. Mais c'est à nous aujourd'hui de dire non, dans mon restaurant vous mangerez pas ça parce que c'est pas bien. Il y a une saison pour la crevette. Il y a une saison pour la Saint-Jacques. Il y a une saison pour tout. Et c'est à nous de dire non, en ce moment vous mangerez pas tout parce que dans le fait on est dans une société d'enfants gâtés. Oui. On a de tout toute l'année. Vous allez dans un supermarché, on vous réveille après un coma dans un supermarché, vous êtes incapable de dire à quelle saison on est. Il y a le perdreau qui croise la fraise, la topinambour, la Saint-Jacques, on a tout le temps. C'est à nous de redonner le rythme des saisons. On se doit, nous professionnels, de redonner ça. C'est très dur par contre. Monsieur de Vautour, parce que simplement on va parler. C'est une prise de risque. Financièrement, c'est une prise de risque de dire non, vous ne mangerez pas ça. On leur explique en quoi il n'y a pas de moule à une certaine époque, mais non, ils s'envolent. Donc ils vont aller dans des grandes surfaces, et là ils trouveront tout quand ils veulent. Il faut y croire. Avec la question du prix aussi, bien sûr. Question du prix aussi. Le problème, c'est ces grandes surfaces aussi qui sont des machines qui poussent ces gros chaluts à pêcher de plus en plus. C'est là où est un petit peu le gros problème aussi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a des grandes surfaces qui sont... Alors, il y a des grandes surfaces qui ont quand même des bateaux eux-mêmes. J'ai tenté d'en inviter, moi, des grandes surfaces autour de la table aujourd'hui, notamment Intermarché, qui est à la fois vendeur et pêcheur. Ça n'a pas été possible pour des raisons de Brexit. De tout et de n'importe quoi. Mais ça, c'est extrêmement compliqué. Le Brexit, apparemment, c'est... Je pense que... Monsieur Chevian. Il y a quand même, normalement, tout pour que ça soit plus vertueux. Le pêcheur vit de la ressource sauvage. Cette ressource sauvage, s'il n'est pas en capacité de la gérer, avec des réglementations européennes, des réglementations nationales, avec les bons usages de la profession, il y a un souci. Dans moins de 50 ans, il n'y a plus rien. On a connu à un moment donné l'exploitation des gisements de coquilles. Il n'y avait plus de coquilles, il y a eu du réensemencement, il y a eu des contrôles, on a moins pêché et on retrouve aujourd'hui de la pêche à la coquille à des prix corrects pour le consommateur et corrects pour le pêcheur. Et dans le même temps, il y a un niveau d'exigence des consommateurs qui est qui est de plus en plus élevé. Et vous parlez des jeunes. Et les jeunes aujourd'hui achètent en essayant d'être pertinents. Je crois donc que ça, ces deux vecteurs doivent permettre d'être plus vertueux sur les pratiques. Par contre, c'est compliqué. Si vous achetez chez le poissonnier un bar portion qui est un bar d'élevage, vous allez l'avoir à 15 ou 20 cm, et après, il vous est vendu, pas toujours, parce qu'il y a les poissonniers comme du bar sauvage, certaines fois, bon, ils se font prendre, ils ne se font pas prendre, hein, mais par contre, à côté de ça, on vous dit, le bar de la Plaisance, c'est 45 cm, et puis on vous dit, le bar qui est pêché par les pêcheurs, les ligneurs comme Johnny Val, bah, je ne sais pas, c'est du bar qui fait quoi? Il fait 38. Il fait 38. Bon, donc déjà, pour comprendre entre le sauvage pêché par le ligneur,
celui qui est produit par les éleveurs, qui est en loubine, on appelle ça la loubine, nous, c'est le tout petit bar, hein, il n'y a pas grand-chose à manger dessus, c'est extrêmement complexe. Donc l'éducation par les professionnels doit vraiment être importante. Les restaurateurs, les pêcheurs, les poissonniers, toute la filière doit éduquer le consommateur dans un intérêt commun. Alors, quelles sont les obligations à porter sur l'étiquette, M. Desvautours ? La provenance, si c'est pêché en fileyeur, chalut, à la ligne. Vous avez l'appellation ANE. ANE, qu'est-ce que c'est ? Atlantique, Nord, Est, ou selon d'où ça vient. Vous m'expliquez aussi qu'il y a des pêcheurs qui étiquettent simplement pêche côtière. Pourquoi ? Quand ils sont sur la côte, oui, ils ont leur bateau, ils mettent leur poisson sur leur étalage aussitôt et ils mettent pêche côtière ou pêche... Sans préciser le type de méthode ? Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit. Mais ça, c'est interdit. Même si c'est vrai qu'on pourrait le faire mais le consommateur, lui, ne comprend plus du tout. Voilà. Il faudrait que tout le monde soit... Il y a un peu trop de labels. Oui, voilà. C'est ce que j'allais vous dire, la lisibilité des labels est les gens sont noyés dans tout. C'est un peu trop compliqué. Mais comme la zone, vous parlez de la zone Atlantique Nord-Est, qui veut tout dire et rien dire, parce qu'elle est à part de... À part de Tataouine-les-Bains jusqu'à tout en bas. Pas comment dire, de la mer du Nord jusqu'en bas. Donc, pendant un temps, on pouvait mettre cotinière, et ça a été refusé. Voilà. Donc... on met quand même ANE, mais avec à peu près la provenance d'où ça vient, quel port, mais à côté. Voilà. On a un vrai travail, nous, professionnels, à aiguiller le client, le consommateur. C'est à nous de le faire, avec des vraies convictions. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours avec nos convictions qu'on a pour en tant que chef d'entreprise, mais je pense qu'il y a des vraies valeurs à porter. Il faut aussi penser une chose, quand même, qu'il en faut aussi pour toutes les bourses. C'est ce que avec, je me demandais, quand même. Est-ce que la pêche durable peut être concurrentielle aujourd'hui ? Non, c'est pas possible. À un moment donné, si c'est ce que je disais tout à l'heure à ce monsieur-là, par rapport au prix, je lui ai montré le site de la Criée, le prix. J'ai dit, c'est pour une toute minorité. Moi, le poisson que je pêche, je sais que c'est pas les gilets jaunes qui vont le manger. Alors pourquoi ils sont prêts à prendre des fruits, légumes en bio qui sont un petit peu plus chers et qui ne pourraient pas faire cette chose dans le poisson? C'est de quel ordre l'écart de prix, monsieur Well? L'écart de prix, mais c'est pas compliqué, c'est 3 fois. C'est 3 fois, là, du bar, comment dire, ça, en plus de ça, à cette période, là où il n'y en a pas beaucoup, il y a que les gars qui font le bar à peu près à cette saison, là, au mois d'avril, là, parce que le poisson, il mange pas, avril-mai, il mange pas, nous, ce qu'on lui offre, il n'y en a pas. Donc les plaisanciers en pêchent plus que nous, à cette saison, parce qu'ils taquinent le leur, donc ils ont ce qu'on appelle la mangeaison. Les sprats, les anchois, les sardines et tout. Et donc, moi, je me rappelle, il y a 3 ou 4 ans, j'avais vendu des bars jusqu'à 45 € le kilo en criée. Donc, quand il arrive chez le marchand, il y a le grossiste qui l'achète, il arrive chez le monsieur, il est à combien? Moi, je peux vous dire que vous allez, comment dire, il y a une poissonnerie en Alsace qui s'appelle le Chalutier. Vous allez sur Internet, oui, c'est une poissonnerie. Et ben, sur leur étal, ils vendent du bar presque toute l'année à 60 €, du bar de filet ou du bar de chalut. Et si tu veux du bar de ligne, c'est plus de 100 € le kilo et c'est que sur commande. Alors, moi, je suis désolé. D'un petit bateau de pêche. À présent, nous allons à la rencontre de Sandrine Thomas. Comme vous, monsieur Well, pas de grand filet. Elle a choisi les lignes. Son port d'attache, c'est Royan. Olivier Rioux nous la présente un petit peu mieux. Madame Thomas est une exception. C'est l'une des rares femmes marins-pêcheurs. Embarquée sur le Goélo, un ligneur de 12 mètres avec son mari, c'est lui qui lui a mis le premier pied à bord. Par amour pour mon chéri, j'ai commencé la pêche et puis ça m'a plu tout de suite. Le métier de la mer. On s'est d'abord calé un peu sur les horaires des enfants parce qu'on a 4 enfants. Biologiste à la base, la jeune femme a commencé le métier il y a maintenant une dizaine d'années. D'abord en Méditerranée, avant d'aller faire la pêche en Bretagne pour finalement accoster en Charente-Maritime, dans le port de Royan. Un long périple et toujours la même conviction au bout de l'hameçon. La pêche durable
avec un grand D. On peut être écolo et pêcheur. Je pense pas que ce soit incompatible, au contraire. Hein. Et s'il n'y a plus rien à pêcher, il n'y a plus de pêcheurs non plus. Donc la préoccupation numéro 1, c'est quand même respecter la ressource un maximum et pour que ça dure. Moi, j'ai un fils qui veut être marin-pêcheur. J'aimerais que lui aussi vive de son métier et qu'il vive bien de son métier. Leur philosophie du métier est simple, que des poissons nobles bars ou maigres. Respect des saisons, peu d'hameçons à l'eau et prélever que des gros spécimens. Ça, c'est en mer. Au port, Sandrine s'occupe de tout, surtout du traitement de la pêche. T'imagines le filet comme il va être beau? 3,9 kg et quelques poussières. Et sa méthode, elle est allée au Japon l'apprendre. Donc là, je vais l'abattre le plus. Donc là, il est en mort cérébrale. Là, ça a duré 3 secondes. Le poisson, il va plus souffrir. Hein. Et voilà. Et là, je vais lui faire une démédulation. Là, on casse toutes les terminaisons nerveuses. Le poisson, en fait, ne va pas envoyer le message de mort à la chair. Ça s'appelle l'ikejime. C'est une technique d'abattage japonaise qui respecte à la fois l'animal et qui va sublimer la chair du poisson. Au final, cette qualité est reconnue et ces barres de ligne sont vendues dans les plus grands restaurants du monde. De Dubaï à l'Australie, toutes les plus grandes tables proposent aujourd'hui les produits de la pêche de Madame Thomas. Un mot de réaction, Monsieur Wall, sur cette technique? Il en faut pour toutes les bourses, tous les goûts, après tout. Si ça lui fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, personnellement, ça fait depuis 1985 que je fais les lignes, et je sais que le poisson qu'on pratique, il est de qualité, il est saigné. J'en parlais justement avec la personne qui est à côté de moi, et il a exactement, voilà, l'ikejime, là, cette technique venue du Japon. Si le poisson, il se repose pas pendant 48 heures, pendant 2 jours, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, parce que la décharge d'adrénaline pendant la capture, elle est là et ça s'en va dans les muscles. Alors si vous le faites aussitôt, les toxines, elles restent. Ben voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, après, je dis que moi, c'est plus de l'esbrouffe que d'autres choses. Mais bon, après, chacun est libre de dire, voilà. Monsieur Seguin, vous avez vu une différence, vous, dans les chairs de ces poissons? Une différence dans le prix, oui. Dans les chairs, un peu moins. Alors, voilà, comme disait monsieur, il en faut pour tous les goûts. Après, une différence, il n'y a pas de différence notable dans la texture. Mais par contre, le geste est beau, de respect du poisson. Il y a une belle image qui est véhiculée. On va vers quelque chose de positif. C'est ce que je vais en tirer. Après, la différence, je la vois pas énormément. Après, si ça fait... Il y a des gens qui sont contents de l'acheter parce qu'ils en trouvent quelque chose de bien, des restaurants haut de gamme. Tant mieux. La pêche est très bien respectée, mais un poisson comme prend monsieur à la ligne et qui est saigné dans la foulée, dans les ouïes ou à la queue, moi ça me va très très bien. Monsieur Chevillon? Moi je partage complètement l'avis de monsieur Seguin. Effectivement, un bar de ligne qui sort de l'eau, on a l'occasion d'en pêcher dans nos pêcheries en pierre. De belle taille, il faut reposer la chair, comme c'est dit. Il faut aussi, effectivement, il y a des toxines, il faut le saigner. Mais ça, c'est des choses qui sont connues depuis 500 ans. Monsieur de Vautour, il y a des questions sur ces techniques d'abattage des poissons? Pas plus. Pas plus. Pas plus. Du Et tout. pour vous, il y a une plus-value de goût? Non. Non plus. Non plus. Ok, va comme ça. Tout le monde est d'accord dans ce débat sur cette partie-là. C'est le système qui est comme ça, mais pas plus. Allez, il y a la manière de pêcher, la manière de tuer. Il y a aussi ce que nos poissons et crustacés ont dans le ventre. La pollution plastique est en augmentation. Il existe même des continents de plastique flottant à la surface des océans. Il y en a 5, 1 par bassin océanique, un envahissement artificiel massif du vivant qui n'est pas sans conséquence. Voyez le reportage de nos collègues de France 3 Bretagne. Le plastique se fait de plus en plus présent sur nos côtes, mais il ne s'agit que de la partie visible. En mer, les microbilles de plastique se multiplient sous l'effet du soleil, du sel et de l'eau. WWF, dans son rapport, appelle à la prise de conscience, un message relayé par les associations locales. Attention, regardez, il y a des plastiques et d'autres déchets dans l'environnement. On pensait que c'était un petit peu sur le côté, en dehors du champ de vision. Non, ils sont là, ils sont bien là, de plus en plus nombreux. Ils ont des impacts sur la flore, sur la faune marine. Est-ce qu'on veut ça? Non. Selon l'étude de l'ONG, 80% du plastique actuellement dans les océans proviendrait d'une source terrestre.
À Lorient, les chercheurs de l'UBS reçoivent de nombreux prélèvements qu'ils étudient afin de révéler la nature des plastiques contenus dans leurs échantillons. Si l'on ignore encore l'impact sur l'être humain, une chose est certaine, ces microparticules sont déjà entrées dans la chaîne alimentaire. On voit bien que les cellules d'algues et les microplastiques vont se coller. Vous voyez ici par exemple des microplastiques qui sont enchâssés dans un agrégat avec une cellule d'algue. C'est la nourriture de nos animaux et par exemple ici une larve d'huître va ingérer ces cellules d'algues et va en même temps ingérer les microplastiques qui auront été collés à ces cellules. WWF estime que si aucune mesure n'est prise, la production de plastique augmentera de 40% d'ici 2030. Une grande partie de celui-ci pourrait se retrouver dans les océans ou dans vos assiettes. Et oui, nous venons de le voir, le plastique est ingéré, intégré aux organismes des animaux que nous consommons. Il peut aussi entraver leur croissance, comme c'est le cas par exemple pour cette tortue. Et de quelle manière est-ce que vous l'observez les uns les autres en mer, Monsieur Seguin ? Alors, moi, je ne vois pas plus de plastique qu'avant, parce que je suis sur l'eau tous les lundis, d'avril à novembre. Donc, j'ai quand même pas mal de sorties, voire des fois plusieurs fois dans la semaine. Mais je ne vois pas plus de plastique qu'avant. Mais vous en ramassez, vous en voyez quotidiennement? J'en ramasse quotidiennement, il y en a quotidiennement. Par contre, je reviens du Vietnam, je peux vous dire qu'il y en a réellement dans l'eau là-bas. Chez nous, les professionnels sont plus à même de dire ce qu'ils voient, parce qu'avec les filets, bon, voilà. Mais sur la côte, comme mon père qui est de l'île de Ré fait la laisse, qu'on appelle la laisse, c'est faire il n'en voit pas plus qu'avant. Ramasser les boules, voilà. ce qu'on faisait tout C'est ça. Mais par contre, oui, pour en revenir aux jeunes les jeunes sont beaucoup plus vertueux. Nous, je sais que dans le temps, il n'y avait pas cette culture, comment dire, la mer, c'était... Regardez, il y avait des décharges à ciel ouvert et tout, t'arrivais, tu prenais, tu mangeais, tu jetais. Mais tellement grand que ça passait par-dessus bord, et puis c'était pas grave. Mais après, quand tu sais pas, voilà. Mais les jeunes, ça fait déjà longtemps, au port à la Cotinière, qui distribuent des sacs poubelles. Et je peux vous dire une chose, que vous allez même avoir des petits bateaux, ils ont même, c'est même assez rigolo, ils ont les cerceaux là que t'as sur les campings et tout, et ils ont les sacs et tout est là. Tout est débarqué, donc oui, ça, ils sont, comment dire... Et je crois surtout qu'ils ramassent beaucoup plus d'ordures que les leurs. Parce que quand on voit sur les quais, regardez, quand vous allez à la Cotinière, il y a même des bennes exprès pour tous les déchets qui ramènent, eux. Vous savez, les racleurs. Vous savez, ceux qui détruisent tout. Monsieur Chevillon ? Oui, moi je trouve que le débat aujourd'hui qu'on a là sur les macroplastiques, parce que c'est des macroplastiques qu'il s'agit, est un débat qui est extrêmement partiel. Parce que d'abord, les microplastiques, on parle des laisses de mer, M. Séguin parlait des laisses de mer, les microplastiques qu'on trouve, donc la décomposition des plastiques, commence à être vraiment très importante. On peut le vérifier. Sur les laisses de mer, ça dépend des moments. Mais ça ne s'arrête pas là, aujourd'hui. La qualité des eaux littorales, on a fait un rapport avec le Conseil économique, social et environnemental, qui est un rapport qui a fait des auditions de scientifiques, etc. Les hormones, les pesticides, les molécules pharmaceutiques, les nanoparticules, personne n'en parle. Quand vous posez la question à votre maire du littoral, il va vous dire « j'ai la plus belle station d'épuration d'Europe ». Pourquoi ? Parce qu'on va traiter la bactériologie, c'est-à-dire que les eaux de baignade seront des eaux de baignade grâce à ce qui est traité dans les stations d'épuration qui font bien leur job. On traite les macro-déchets, les plastiques. Par contre, tout part. Et les hormones modifient, par exemple, le sexe ratio, c'est-à-dire la proportion de mâles et de femelles dans une population. Si vous avez une population de poissons qui est viable, avec 30% de mâles et 70% de femelles, et que les hormones font qu'il n'y a plus que 10% de mâles, la population est complètement altérée. Donc, ce grand débat sur le macroplastique, c'est qu'une partie du sujet, et je trouve qu'on ne met pas assez en valeur, et on ne met pas à la hauteur des enjeux, pesticides, hormones, les produits pharmaceutiques, toutes les molécules, les nanoparticules, qui sont beaucoup plus silencieux, moins visibles, et qui auront des incidences beaucoup plus importantes. Alors pour vous, c'est le combat à mener. Un petit mot de conclusion à présent chacun. Monsieur de Vautour, qu'est-ce qu'il faudrait changer en urgence pour continuer à manger du poisson? D'arrêter de faire sortir ces chaluts, je suis désolé, mais et de la surpêche qui fait profiter que aux grosses entreprises, supermarchés, etc., qui les poussent à pêcher de plus en plus. Voilà, c'est tout. Et les législations ne sont pas encore à la hauteur de tout ça? Et ça commence à se débattre un petit peu, cette surpêche avec ces gros chaluts. Mais voilà, il faudra aller très loin pour s'apercevoir qu'on
diminue la population au niveau des poissons, réellement, où tout le monde va s'alarmer, mais ce sera trop tard. Voilà. Monsieur Wall, rapidement. Quand j'entends ça, là, déjà, j'aimerais bien savoir quelle est la taille des gros chaluts, déjà, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Pour vous, la première mesure. Mais les 3/4 des stocks sont RMD, rendement maximum durable. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le CIEM qui le fait. C'est un organisme qui est quand même habilité, un organisme d'État, qui calcule les volumes, la biomasse et tout. Moi, je ne suis qu'un simple marin-pêcheur. Donc il faut protéger certaines espèces. Pour vous, c'est ça l'urgence. Monsieur Seguin, d'un mot également. Il faut manger des produits de saison, changer notre mode de consommation, ça c'est sûr. Le plastique, en avoir un peu moins à la maison. Nous, on a fait le choix. Et ça aussi. Voilà. 2021, la fin des usages uniques, c'est décidé par l'Europe. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce débat, d'y avoir participé. On n'a pas eu le temps de tout évoquer autant qu'on aurait voulu. Prochain Disputando mercredi soir prochain. Excellente soirée à vous.